Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis la seule à avoir un contenu 100% local. Il y aurait peut-être eu besoin de traduction parfois du québécois vers le français. Je vais essayer de faire mon possible, mais si jamais il y a des soucis avec certains mots, on pourra en rediscuter après. On trouve bien peu de traces du second référendum sur la souveraineté du Québec qui s'est tenu en 1995 dans les productions littéraires et culturelles des 27 dernières années. Si on avait pu remarquer dans certaines œuvres à la suite du premier référendum de 1980 des signes d'un désenchantement sur le plan politique, c'est plutôt une dépolitisation massive du corpus québécois qui est survenue à partir du milieu des années 90. Quelques livres proposant une uchronie politique du Québec ont néanmoins paru, comme le rappelle Jean-Louis Trudel dans la revue Solaris. Par exemple, 25 ans de souveraineté, l'histoire de la République du Québec de Denis Monnière, un essai publié en 2006 évoquant ce qu'aurait été un Québec qui aurait voté oui au référendum de 80. L'anthologie uchronique Le référendum de 95 pour quelques oui de plus, parue en 2015, dans le cadre de laquelle des auteurs et autrices ont été invités à écrire un récit ou une nouvelle sur ce qui aurait pu advenir du Québec si le oui l'avait emporté. Et enfin, le roman « Et si le Québec avait dit oui » de Normand Cazelet, publié en 2018. Cette production reste cependant marginale et a été très peu remarquée par la critique. Or, deux œuvres récentes qui ont connu un peu plus de visibilité médiatique, une série télé et un roman, offrent une réécriture de l'histoire du Québec en imaginant toutes deux que le oui ait triomphé en 1995. La Maison Bleue, une comédie uchronique de Ricardo Troggi et Daniel Savoie, dont les 3 saisons ont été diffusées de 2020 à 2022 sur ICI Radio-Canada, pour un total de 30 épisodes d'une demi-heure, et Vie parallèle, un roman de Benoît Côté, paru en 2022 chez Boréal, invente en effet un Québec souverain une vingtaine d'années après le référendum de 95, un Québec ne correspondant pas du tout au pays idéal ou idéalisé du projet initial. Dans la série de Troggi et Savoie, on assiste au règne illustré de manière très caricaturale de Jacques Hamelin, le 4e président de la République du Québec depuis la déclaration de son indépendance. Hamelin qui a été élu pour un premier mandat en 2016 et qui cherche à en obtenir un second en 2020. Alors, 62 des Québécois étant favorables à un retour dans la Confédération canadienne, la République du Québec est encore coincée dans un débat identitaire, mais celui-ci s'est inversé. Hamelin, lui, est le président récoltant la plus faible cote de popularité parmi les 4 présidents que le Québec a connus jusque-là, les 3 premiers ayant été, logiquement, Jacques Parizeau, qui était premier ministre au moment du référendum de 95, Lucien Bouchard, qui lui a succédé, et l'ancien joueur, puis entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Mario Tremblay. La perspective depuis laquelle le pays du Québec est imaginé dans le roman de Benoît Côté est plutôt celle de protagonistes du Québec devenu souverain, qui, un quart de siècle donc après le référendum, tentent de déterminer ce que serait un Québec ayant voté non en 95. Ce qui est surtout intéressant, cependant, est le présent depuis lequel le récit est raconté, celui du Québec souverain ayant renoncé à sa culture, à ses programmes sociaux, ayant tourné le dos à son histoire et étant géré en lien étroit avec les grandes banques. Commençons par la Maison Bleue. Donc, la plupart des personnages de la sphère politique qui apparaissent dans la Maison Bleue sont fabriqués de toutes pièces, sans référent permettant de les associer explicitement à des figures réelles de la politique québécoise, si on exclut Parizeau et Bouchard, que je viens de mentionner, ainsi que René Lévesque, dont le portrait trône dans le bureau du président du Québec et qui sert de lien avec le véritable passé de la province. Cette galerie de personnages, tous plus loufoques les uns que les autres, comporte le président Hamelin, sa femme Mireille, je vous laisse les repérer sur la diapositive, ancienne duchesse du Carnaval, qualifiée par certains critiques de Jackie Kennedy des pauvres, qui possède une intelligence, disons, limitée, et leur fille Gabrielle, qu'ils ont adoptée en Chine 17 ans plus tôt, qui est sans aucun doute la plus brillante de la famille et surtout celle qui comprend le mieux les enjeux politiques. La famille Hamelin habite la Maison Bleue, résidence officielle du président de la République, située à Sillery, un quartier huppé dans la banlieue de Québec, à Québec. L'entourage immédiat du président est composé d'individus tout aussi caricaturaux que sa femme et lui le sont. Son attaché politique, Antoine, un grand anxieux prêt à tout sacrifier pour son patron, même à consentir à accorder au président des États-Unis les faveurs sexuelles qu'il exige pour s'assurer que des ententes territoriales soient conclues entre les deux pays. Sa conseillère en communication, Karine, très efficace dans son travail, mais qui tente de soigner une dépendance à Tinder. Son garde du corps, Stéphane, qui s'exprime en citant constamment des titres de films hollywoodiens et des paroles de chansons en anglais.
et le chef de l'armée du Québec, le général Charette, ainsi que l'un de ses subalternes qu'on a vu dans la vidéo aussi, le major Zéphyr. À ceux-ci s'ajoute une pléthore de personnages secondaires tout aussi ridicules, notamment le vice-président Gilbert Boudreau, un analphabète qui a réussi à gravir les échelons du monde des affaires comme entrepreneur en disco-mobile, puis à se tailler une place dans la sphère politique sans que personne n'ait jamais soupçonné son incapacité à lire, et dont la devise est « C'est avec du petit monde qu'on bâtit un peuple ». Ce beau monde réuni, c'est Hamelin lui-même qui l'affirme, a l'air d'une belle gang de tata, à comprendre une belle gang d'idiots ou d'imbéciles en québécois. Je ne commenterai ici que quelques scènes, évidemment, parmi les plus significatives, donc mon propos va être forcément fragmentaire, bien que j'ai revu les 30 épisodes d'une demi-heure dans les dernières semaines. Je vous donne une idée de mon état d'esprit. Alors, les personnages de la Maison Bleue s'inscrivent en décalage avec la réalité politique actuelle, mais le téléspectateur y trouve étrangement un Québec qui lui est familier. Et ça, même si le modèle de gouvernance du pays du Québec imaginé par les scénaristes s'inspire plutôt du système politique américain. Vous l'aurez compris, la résidence officielle du couple présidentiel avec son bureau ovale et le téléphone bleu même pour les urgences nationales, ainsi qu'un gouverneur élu pour chacune des 17 régions du Québec. C'est que les enjeux politiques exploités, même s'ils sont ceux d'un Québec souverain imaginé, ne présentent pas un écart total avec la réalité. Les relations avec le Canada sont tendues et les Québécois y sont persona non grata. Le gouvernement Hamelin est, lui, aux prises avec des problématiques liées à l'indépendance qui sont semblables à celles qui hantaient le gouvernement canadien avant 1995. C'est que certains territoires veulent en effet déclarer leur indépendance. Westmount, vous connaissez, quartier cossu de Montréal, souhaite se constituer en principauté. Le Saguenay, qui serait protégé par son éventuelle armée, les fantassins du fjord, veut aussi déclarer son indépendance, puis il renoncera finalement au projet en affirmant que pour faire une tarte, ça prend la pâte, le Québec, et les Bleuets, le Saguenay. Certains éléments de l'intrigue s'inscrivent davantage en décalage avec le réel, mais ne permettent pas moins une projection de ce que serait un Québec indépendant, pas nécessairement plus fort par rapport au Canada et au reste du monde. Les forces armées en sont une illustration, bien sûr. Elles jouent un rôle limité et ont surtout un pouvoir inexistant dans la République du Québec. L'Armée du Québec se situe, tenez-vous bien, au 159e rang mondial, soit une trentaine de rangs inférieurs à l'Armée de la République du Rwanda, qui déclare la guerre au Québec depuis le centre de l'Afrique. Même le Vatican est plus fort que nous autres, admet le général Charette. Cette armée du Québec compte seulement 8 membres et ne possède pas d'équipement militaire digne de ce nom. Ces hauts faits consistent à faire voler 2 Cessna chaque année au-dessus du légendaire festival western de Saint-Tite. Hamelin, pour couper dans le superflu, finit même par suggérer son démantèlement, estimant que la place du Québec dans l'OTAN n'est peut-être pas indispensable. Précisant qu'Opération Nez Rouge, un service de raccompagnement pour conducteurs en état d'ébriété pendant la période des fêtes, pourra fonctionner sans son intervention. D'autres enjeux s'éloignent du réel, ne font même pas partie des possibles, mais même s'ils restent alignés à des habitudes, à des traits, à des tendances qu'on reconnaît aux Québécois moyens et dont on se moque d'ailleurs dans d'autres productions culturelles, notamment cinématographiques. Et je fais ici référence à un élément qui était dans la bande-annonce, à l'attrait qu'exerce sur les Québécois la Floride et aux comportements qui leur sont associés lorsqu'ils ou elles y séjournent. Donc, afin de regagner un peu plus de popularité à la fin de son mandat, Hamelin tente de boucler cette entente, dont vous avez été témoin, avec les États-Unis, qui deviendraient propriétaires du Grand Nord du Québec, au-delà du 53e parallèle, et qui céderaient au Québec 4 comtés de la Floride. Le président américain, Lester B. Richards, qui croit que l'espagnol est la langue parlée au Québec, n'est pas plus brillant que son homologue québécois, mais certainement plus rusé. En effet, le Québec n'a pas compris que le territoire cédé n'inclurait pas les plages, là où les Québécois se rendent par dizaines de milliers chaque année, mais que les États-Unis les conserveraient en servitude. Encore ici, le pays imaginé du Québec ne fait pas le poids, ni par rapport au Canada, encore moins par rapport aux États-Unis, prêt littéralement à l'avaler en commençant par s'approprier une partie de son territoire et surtout ses principales ressources naturelles. Autre élément familier, malgré le caractère absurde de ces manifestations dans la série, le Québec souverain de la Maison Bleue a poursuivi la création de sociétés d'État. Alors, la province possède actuellement la SAQ, Société des alcools, la SAAQ, la Société d'assurance automobile, la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Eh bien, la République du Québec a de son côté nationalisé l'un de ses plus grands joyaux, le sirop d'érable, en créant la Société SQDSE avec des points de vente sur son territoire. Il y a aussi le projet de créer la Société québécoise du bleuet, la SQDB, pour nationaliser ainsi le fruit faisant la renommée du Saguenay.
Mais le sujet le plus crucial, à mon sens, c'est celui de l'hydroélectricité. Il me semble qu'on parle beaucoup d'électricité aujourd'hui, qui connaît de graves problèmes sous le gouvernement Hamelin. Les barrages tombent en ruine et on rappelle au président que les 850 millions qui devaient leur être dédiés ont été dépensés dans la construction de toilettes non genrées dans toutes les haltes routières du pays. Une manière de montrer qu'un Québec souverain ne gérerait pas nécessairement ses fonds publics de manière plus efficace que ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, à un certain moment, 85 du Québec est privé d'électricité et 3 barrages ont cédé en même temps. Alors, le délestage devient nécessaire, surtout que par un décret de 1996, le Québec doit fournir la Nouvelle-Angleterre en électricité avant de fournir ses propres citoyens. La problématique est gérée par Hamelin, comme l'a été la pandémie par le gouvernement Legault en mars 2020. En effet, Hamelin tient une conférence de presse quotidienne avec son secrétaire de l'Énergie, ce qui n'est pas sans rappeler le duo Legault-Arruda en 2020. Hamelin et son secrétaire demandent à la population de réduire leur consommation d'électricité de 50 et de s'en tenir à 3 douches par semaine par individu. Lors des conférences de presse, ce qui est surtout intéressant, il est question d'aplatir la courbe de consommation d'électricité. Il est question de diminuer la pression sur les hôpitaux qui ne peuvent pas subir du délestage. Il est question aussi de se serrer les coudes pour aider les infirmières qui sont au bout du rouleau et qu'il faut le faire pour sauver notre système de santé, pour sauver des vies. On ne sait plus trop s'il parle d'hydroélectricité ou d'autres choses. Le président Hamelin conclut à la manière de Legault dans ses points de presse pandémiques. On vous demande de le faire pour vous et pour vos proches. La série semble ici encore insister sur le fait qu'un Québec souverain n'aurait pas mieux géré une crise nationale que la province ne l'a fait dans les dernières années. J'y reviendrai à la toute fin de mon intervention. Sinon, plusieurs aspects de la culture populaire québécoise sont également repris dans la série pour être exagérés ou ridiculisés. La sphère culturelle et surtout le sport professionnel en viennent à se fondre aux politiques. Pour les Québécois, on le sait, le hockey est presque une religion. Dans la République du Québec, des personnalités du hockey ont occupé des postes de très haut niveau. Outre Mario Tremblay, déjà évoqué, l'ancien joueur et directeur général du Canadien Régent Houle est juge à la Cour suprême. L'ancien directeur général du Canadien Marc Bergevin est poète national. Et Georges Laraque, homme fort d'origine haïtienne qui a joué 2 saisons dans l'uniforme du Canadien, puis qui s'est présenté aux élections de 2010 pour le Petit Vert du Canada, est le président d'Haïti. Le président Hamelin regarde assidûment donc la télé-réalité Occupation Double. La Maison Bleue s'approvisionne chez Costco en nourriture format club. Puis aller chez Costco, c'est un pèlerinage hebdomadaire pour des centaines de milliers de Québécois. On boit du vin rouge provenant du vignoble du chanteur Mario Pelcha. Si vous ne le connaissez pas, grand bien vous faire. L'Institut psychiatrique national est l'Institut Pierre Mailloux, un psychiatre et figure médiatique très controversée au Québec. La femme de Hamelin est évidemment une grande fan de Céline Dion. Si les personnages politiques ont pour la plupart été inventés, les figures culturelles réelles ont été ainsi récupérées et transposées dans le pays imaginé. La fusion du politique et du culturel est ironiquement assurée par les anciens joueurs du Canadien de Montréal, un club dont le nom renvoie au pays quitté. Le roman Vie parallèle, maintenant, de Benoît Côté, s'inscrit dans un registre moins loufoque, mais demeure dans une ironie cinglante lorsqu'il est question d'insister sur les orientations qui ont été adoptées dans la Constitution du pays du Québec. Ce pays est le prétexte à une mise en abîme où un citoyen nommé Benoît Côté, narrateur du récit, né d'un père francophone et d'une mère anglophone, est investi d'une mission, celle d'imaginer, depuis le Québec souverain, ce que serait un Québec qui aurait préféré le statu quo en 1995. En 25 ans, le Québec de vie parallèle est passé de l'État le plus pauvre au nord du Mexique au seul pays occidental avec des taux de croissance comparables à ceux de Dubaï et Singapour dans leurs meilleures années. On insiste sur le fait que venir à Montréal dans les années 90, ça faisait carrément peur. Appartements par-dessus appartements délabrés, des magasins à 1 $, que les rues étaient trouées comme en zone de guerre, que des poutres tombaient de l'ancien stade olympique. Dans le Québec de 2020, il y a Louis Vuitton et Tiffany sur l'avenue Mont-Royal. Bref, le Québec est prospère et sa réussite repose majoritairement sur le secteur financier et commercial de luxe. C'est donc que toute l'idéologie qui accompagnait le mouvement souverainiste s'est effritée une fois l'indépendance déclarée. Le pays du Québec a plutôt été axé sur sa croissance économique et a renoncé à ce qui le distinguait pourtant du Canada et du reste de l'Amérique du Nord en cessant de protéger sa culture et la langue française. Le Benoît Côté du roman est titulaire d'un baccalauréat en histoire et d'une maîtrise en littérature. Comme les arts et la culture sont dévalorisés dans le Québec souverain, il travaille à la banque HSBCQ qui brasse de très grosses affaires en Russie, où il se rend fréquemment en mission, où il croise des gestionnaires de d'autres banques et compagnies québécoises comme Desjardins, SNC-Lavalin et BMO. Il possède un appartement luxueux au centre-ville de Montréal avec sa femme Marine d'origine suisse et leurs 2 enfants.
Son épouse ne travaille pas, mais elle dispose tout de même de nounou à temps plein pour prendre soin des gamins. La Société d'histoire du Québec, par l'intermédiaire d'un ancien collègue d'université avec qui Benoît a milité une trentaine d'années plus tôt, propose à celui-ci d'écrire une uchronie imaginant un Québec qui aurait voté non, donc en 95. Le Québec serait-il toujours, je cite le roman, la capitale mondiale des chansonniers à veste à carreaux et des chanteurs pop? Or, c'est plutôt la nouvelle destinée que Côté a imaginée pour la société québécoise qui est intéressante. Le Québec dans lequel vit le narrateur a désormais sa propre monnaie, le LIS. Montréal est désormais doté de son tramway. Longueuil et la Rive-Sud sont desservis par un train ultra rapide. Fly Emirates reconvertit plusieurs édifices patrimoniaux en locaux commerciaux de très mauvais goût. L'aéroport a été rebaptisé l'aéroport international René Lévesque. Hydro-Québec a été démantelé. Le Canadien de Montréal a été vendu et une autre équipe de hockey nommée les Patriotes a pris sa place. En outre, comme c'est le cas dans la Maison Bleue, l'auteur s'amuse à réécrire des pans de l'histoire culturelle et politique du Québec, teintant ainsi certains faits historiques de fiction. L'Incipit de Vie parallèle nous apprend que Dédé Fortin, auteur, compositeur et musicien du groupe Les Colocs dans les années 90, qui a mis fin à ses jours en 2000 à l'âge de 37 ans, aurait été encore vivant dans le Québec souverain post-95 et serait plutôt décédé d'un cancer foudroyant à l'âge de 56 ans, après avoir réalisé, tenez-vous bien, plusieurs albums en anglais et été coach à l'émission The Voice. Il serait devenu ainsi une figure de sage aux cheveux gris et à la voix posée. Et c'est Céline Dion, nul autre que Céline Dion, qui chante à ses funérailles. À la suite du référendum de 95, le premier ministre Jean Chrétien a été mis à la porte du Canada et est devenu le chef d'État du Québec. D'autres personnalités politiques, comme Jacques Parizeau, servent de relais entre les événements réels de 95 et le Québec imaginé de 2020. Or, voilà que, comme dans la Maison Bleue, le parti au pouvoir est menacé d'être délogé aux prochaines élections. La lune de miel des Québécois avec leur nouveau pays semble tirer à sa fin à peine un quart de siècle après l'accession à la souveraineté. Les Québécois souhaitent notamment le retour de l'impôt progressif qui a été abandonné depuis la déclaration d'indépendance. Et c'est le parti, je cite, de vieux schnock, la Coalition pour la solidarité, dirigée par nul autre que Denise Bombardier, chroniqueuse et animatrice de télé plutôt controversée, qui est le favori dans les sondages. Ici, plutôt que de récupérer une figure bien connue de la sphère politique, on transforme une personnalité publique qui ne suscite pas du tout l'adhésion du public en une figure politique rassembleuse dans un Québec souverain. Comme si on nous disait, vous voyez, ça pourrait être pire que maintenant. Bombardier suscite même l'adhésion des banques à son programme, elles qui sont largement impliquées dans la gouvernance de l'État, qui sont prêtes à contribuer à financer le retour de l'assurance maladie, la réouverture des résidences pour personnes âgées, à réinstaurer l'assurance automobile nationalisée qui a été abandonnée. Le Québec de Vie parallèle a certes gagné en pouvoir économique, il est devenu une destination privilégiée pour le tourisme de luxe, mais il a cessé de subventionner donc ses programmes sociaux, a délaissé sa culture et a favorisé la montée des phénomènes de classe en laissant les banques et les entreprises qu'elles subventionnent s'emparer de toute l'économie. En somme, si on en croit le pays imaginé par Côté, le Québec, en quittant la Confédération canadienne, a abandonné plusieurs de ses idéaux. En ce sens, son récit du Québec actuel, enchâssé dans celui d'un Québec imaginé, laisse croire que tout n'aurait pas été nécessairement mieux si le résultat au référendum avait été autre. C'est une manière, autrement dit, d'insister sur les forces actuelles de la province par rapport à ce qu'elle aurait pu devenir en tant que pays. Alors, que retenir de ces deux projections? Peut-être juste quelques pistes pour conclure. Alors, l'Uchronie, qui propose un regard sur le Québec actuel par le portrait qu'elle brosse du pays imaginé, paraît constituer, comme je viens de l'évoquer, une manière de faire la démonstration que le cours des choses aurait potentiellement pu être bien pire si le Québec avait voté en faveur de la souveraineté il y a 27 ans. Elle permet par ailleurs de revenir sur un événement crucial de l'histoire du Québec contemporain qui a été très vite balayé sous le tapis, selon Benoît Côté, qui, dans un entretien accordé à la suite de la publication de son roman, estime qu'il est très étrange que le résultat au référendum de 95 n'ait pas suscité davantage de réactions dans les œuvres culturelles et littéraires et qu'il est étonnant qu'après un événement aussi important, on soit rapidement passé à autre chose, à peu près comme si rien n'était. Le décalage entre les deux œuvres dont j'ai parlé, qui imaginent le pays du Québec, repose surtout sur le ton sur lequel le récit est rendu. La langue populaire qu'on fait langue nationale des Québécois dans la Maison Bleue et une langue beaucoup plus soutenue dans Vie parallèle, narrée, je le rappelle, par un diplômé en littérature, dans un récit où les enjeux liés à la langue ne sont pas aussi dominants. Cela dit, dans les deux cas, le Québec souverain est abordé avec humour et ironie, ce qui permet du même coup de faire ressortir toute l'absurdité de certains pans de la politique actuelle et d'exagérer pour mieux les faire voir les travers des citoyens du Québec. À la fois dans la série et dans le roman, en effet, si le Québec imaginé est certes différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, il a tout de même des airs de famille avec celui-ci.
Vie parallèle pousse en effet jusqu'à l'exagération des tendances déjà observées dans le Québec actuel en les projetant dans le pays imaginé. Une dévalorisation de la culture, la montée des phénomènes de classe, par exemple, insistant par le fait même, comme je l'ai déjà précisé, sur le fait que plusieurs de ces idéaux collectifs qui animaient le projet souverainiste ont été abandonnés. Il s'agirait alors de rendre compte de certaines angoisses des Québécois par rapport à la société actuelle. La Maison Bleue, dans sa troisième et dernière saison, diffusée à l'hiver 2022, présente pour sa part quelques analogies avec le réel, notamment par des références implicites à la pandémie, comme je l'ai montré, et au débat actuel sur la diversité et l'inclusion. La série suggère ainsi que dans certaines situations, comme je l'avançais plus tôt, peu importe sa situation politique, le Québec aurait eu sensiblement le même type de réaction face à des problèmes sociétaux. Ainsi, les souverainistes ne sont pas du tout favorisés ni par le scénario de la série, ni dans le roman par rapport aux fédéralistes. On pourrait dire que tous prennent plutôt cher finalement dans ces deux récits où le Québec imaginé est tout sauf le pays rêvé. Et le dernier mot à Jacques Hamelin. Donc, Jacques Hamelin, si vous êtes capable de lire, 4e président, celui qui a sauvé le pays, et nous a dit que le Québec, c'est par là, en langue québécoise, et les Québécois aiment les battants et pas les gagnants, apparemment. Merci beaucoup.